Alors, bonjour à tous. Je me suis permis d'écrire quelques mots avant de vous passer la parole et j'ai noté cette information-là sur un site web et puis je me suis dit, mon Dieu, quel bel objet pour apprendre sur notre propre langue. Et ça disait ceci: le français donne lieu à des cultures, à des littératures et à des expressions d'une grande richesse. Le français est aujourd'hui parlé par 300 millions de personnes dans plus de 70 pays répartis sur les 5 continents. On nous annonce que d'ici 50 ans, il y aurait entre 450 et 750 locuteurs de la langue française. Donc, c'est dans cet esprit de partage et de culture que je vous invite aujourd'hui à nous parler de votre expérience, de votre amour de la langue française. Et je commence tout de suite avec vous, Mme Henkel. L'alphabétisation, pour vous, c'est quelque chose d'important. On a vu régulièrement dans les médias où vous soulignez l'importance de bien comprendre la langue. Mais cet amour de la langue, elle vient d'où? Depuis que je me souviens, je suis née dans un milieu francophone. On parle français, j'ai vécu dans des pays francophones. Donc, lorsqu'on me parle de la langue française, pour moi, c'est mon essence, c'est ma fierté, c'est qui je suis. Donc, le reste, c'est un apprentissage, mais mon essence même, ma culture, je dis bien ma langue maternelle, c'est le français. Donc l'amour vous a été partagé aussi de la langue par votre mère? Absolument. Votre famille? Ma famille, ma mère, nos amis, l'école, les gens que je côtoyais étaient très fiers déjà de parler la langue française. C'était les 2 langues officielles, parce qu'il y avait 2 langues. J'ai vécu et je suis née dans des pays d'Afrique du Nord, mais la France ayant colonisé ces pays-là, la langue française, c'était comme leur première langue, mais en réalité, il y avait l'arabe et le français. Donc pour moi, j'ai toujours vécu dans un milieu francophone, francophile. Et l'amour de la langue d'ici, du Québec, c'est une nouvelle langue que vous avez connue à travers votre parcours. Comment vous l'avez vécu, votre contact avec cette langue d'ici? Bien, vous savez, je dis souvent qu'on pense qu'on parle tous dans le même style, donc c'est un style. Mais on a été aussi, parce que c'est quand même un combat qui dure depuis très très longtemps, et je dirais qui a été quand même gagné, puisqu'on nous reconnaît comme étant une province distincte, mais aussi, je crois que ce que j'avais envie de dire, c'est le Québec, la langue française pour le Québec, c'est comme moi, c'est qui on est. C'est au-delà d'une langue. Ce n'est pas une langue seulement, c'est une essence, c'est une fierté, c'est une reconnaissance, c'est un moi. C'est comme ça qu'on se définit. C'est à travers cette langue-là. Donc c'est au-delà de parler la langue. C'est véritablement qui on est. En fin de compte, je vais même vous dire, lorsque j'ai décidé d'immigrer, j'avais l'opportunité de partir aux États-Unis à Washington, puisque je travaillais pour le département d'État américain. Donc j'avais un poste là-bas. Et j'ai choisi de venir au Canada, et particulièrement au Québec, parce qu'on parle français. Et je me suis dit, ben, déjà, l'immigration va être complexe, je m'en vais vers l'inconnu, la difficulté, le non-repère, mais je vais au moins avoir ce point de repère, cette humanité aussi, parce que c'est vraiment ça, de communiquer dans une langue où on se comprend. Alors oui, j'ai eu un choc des fois, parce que quand je suis arrivée ici, puis c'est drôle, mais c'est drôle. Mon premier jour, le lendemain, je suis arrivée à 2 h du matin, le lendemain matin, je demande à ma concierge où est-ce qu'on trouve pour acheter du pain, du lait, et elle me dit au dépanneur. Croyez-moi, j'ai dit dépanneur, et puis elle avait un défaut de langue. Elle me dit oui, le dépanneur, c'est de l'autre côté de la rue. Là, je cherche un dépanneur, puis je vois épicerie. OK. Donc, je rentre là, et puis le monsieur à la caisse, on est poli. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je demande où je peux trouver le lait, le pain. Il me dit, ben, au fond, dans le réfrigérateur, dans le frigidaire. Donc, je vais au fond, dans le frigidaire, j'ouvre, je prends le lait, je prends mon pain et j'arrive à la caisse. Et je lui dis merci. Alors, en rentrant, quand je dis merci, il me répond bienvenue. Dans ma tête à moi, je fais waouh! OK. Je m'en vais dans le réfrigérateur, je prends le lait, je prends mon pain, j'arrive, je pose ça, puis il me dit « Ça va bien ma petite dame ?» Et je lui réponds
très bien, merci. Et puis je lui dis, ben, merci beaucoup. Et il me répond, mais bienvenue, ma chère dame. Et là, je le regarde avec des yeux comme ça, promis. Et je lui dis, excusez-moi, comment vous savez? Et il me répond, comment je sais quoi? Mais j'ai dit que je viens d'arriver. Parce qu'il me disait, bienvenue. Donc, bienvenue chez nous. Et là, je suis comme, comment ça, bienvenue? C'était beau quand même. C'était un premier contact. Un magnifique contact, voilà. Merci. C'est un plaisir. Monsieur Imbeau, on parlait de langue maternelle tout à l'heure, mais il y a un côté paternel aussi de votre côté pour l'amour de la langue. Oui. Moi, j'ai développé mon amour de la langue vient depuis ma naissance, mais c'est surtout communiqué par mon père, qui est professeur de français. Mais c'est surtout à travers les lectures et surtout le fait que non seulement il m'a appris à lire, mais ce n'est pas simplement lire. Pour moi, c'est après que j'ai fini de lire mon livre, c'est qu'il me demandait de le lui raconter. Et pour ça, ça me permettait de travailler juste toute la compréhension et c'est ça qui a développé mon amour de la langue. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai découvert tout un monde et me demander d'exprimer, OK, qu'est-ce que tu as compris dans le livre? Puis lui-même le lisait en même temps. Puis là, on échangeait, on a créé une relation incroyable qui se continue d'ailleurs. On s'échange des livres encore aujourd'hui. Mais donc, c'est à travers des histoires, à travers la culture que cet amour-là s'est enrichi? Oui, bien en fait, mon père était professeur de français et il a été mon professeur de français au secondaire. Secondaire 3. Et j'ai découvert aussi, parce que j'ai eu d'autres professeurs de français, mais j'ai découvert qu'il y avait, j'ai une admiration sans borne pour mon père, mais c'est surtout la façon qu'il l'a fait. Pas juste sur moi, parce que j'étais quand même, j'étais premier de classe, donc je n'avais pas le même besoin de développer cet amour-là, mais il a su susciter cet intérêt-là chez les autres, parce qu'il leur a fait découvrir que le français, on est toujours en train de se borner sur les exceptions et les règles grammaticales, alors qu'il nous a fait comprendre que c'était une histoire. Le français chaque mot a une histoire. Fait qu'il nous ramenait vers l'histoire de quelle était l'origine de tel ou tel mot, la racine. Et à partir du moment où on comprenait ça, on arrivait facilement à comprendre les nuances et pourquoi ce mot-là existait. Donc, et ça m'a suivi toute ma vie, pas juste en français, mais dans l'ensemble de mes démarches, dans l'ensemble de la façon d'aborder le monde du travail, en fait. Donc, même à travers cette expérience-là que vous avez partagée avec votre père, d'échanger sur la culture, vous avez compris aussi l'histoire, votre histoire, l'histoire du Québec, l'histoire de la langue et cet amour-là. En fait, ce que ça m'a permis aussi de comprendre, c'est que le français se parle à travers diverses cultures. Donc, quand tu parles avec quelqu'un en français et tu penses que tu t'exprimes, tu vas avec ta propre culture, ce qui est important aussi en communication, c'est t'adapter au récepteur. Donc, de comprendre son histoire à lui pour être capable de dire, OK, ce que je suis en train de lui dire, est-ce qu'il le comprend bien à travers ses référents? Donc, et c'est ça qui fait toute la différence dans la communication. Pour moi, c'est d'être à l'attention de la personne à qui je parle et de me dire, OK, lui, il parle français, mais il vient de Belgique. Lui, il parle français, mais il vient de Madagascar ou de l'île de la Réunion. C'est pas du tout. Et les mots qu'on dit, un peu comme vous avez dit avec le dépanneur, ça ne veut pas dire la même chose. Il faut qu'on en soit conscient. Et qu'en partant, être conscient de la personne à qui tu parles, qui change toute la dynamique. M. Olson, la relation avec le père, la relation avec la famille, j'imagine que ça a été important aussi pour vous, pour une famille qui est reconnue pour être francophile, qui est particulièrement attachée à Montréal. Comment cette relation-là avec la communauté francophone s'est développée pour vous? Pour moi, nous, comme enfants, on a commencé le français très jeune. Alors, mes parents, moi je suis né en 1967, et mes parents, en 1965-64, around there, ils sont allés à une présentation du Dr. Penfield. Dr. Penfield, c'est un Américain qui est venu à McGill, puis maintenant ça s'appelle le Neuro, l'Institut neurologique de Montréal, mais c'est lui qui a un peu fondé l'Institut neurologique de Montréal. Et Dr. Penfield avait une théorie sur le bilinguisme, et que le bilinguisme, c'était bon pour le cerveau. Et en même temps, il y avait un mouvement vers les deux langues officielles du Canada,
Alors, mes parents, deux anglophones de Montréal, ont décidé de mettre leurs enfants dans l'école française de bonne heure. Alors, on a déménagé à Toronto en 1970 et de 71 à 76 à peu près, j'étais à une école qui s'appelle The Toronto French School. Dans ce temps-là, c'était une petite école au-dessus d'une épicerie. Maintenant, c'est un grand campus à Toronto. Alors, quand on a redéménagé à Montréal en 1976, je suis allé à une école francophone dans Notre-Dame-de-Grâce pour les immigrants, 76 ouais, à peu près. Puis après ça, j'ai décidé de continuer en français. C'était vers la 6e année que les 3 enfants de mes parents avaient le choix quoi faire après. Et moi, j'avais choisi de continuer en français et je suis allé au Collège de Montréal. C'est ça. C'est un peu, si vous voulez, mon trajectoire de français pour moi. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que, et j'en profite pour présenter ce livre-là qui a été publié sur l'histoire de votre père, sa gestion, sa relation d'affaires, mais aussi personnelle, donc la famille. Et c'était le choix, c'était votre choix d'aller à l'école francophone au Collège de Montréal. C'était votre décision. Déjà, qu'est-ce qui vous motivait? Bien, je suis allé visiter les écoles, comme j'avais le choix. Alors, je suis allé visiter 2 écoles privées anglophones et 2 ou 3 écoles privées francophones. Et j'ai beaucoup aimé le Collège de Montréal. C'était proche de la maison, je pouvais marcher. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère là. J'ai beaucoup aimé l'école. Mais il fallait être profondément francophile pour vivre dans cet environnement-là, alors que tout vous poussait naturellement vers une école anglophone ou des universités ou des collèges américains? J'aimais beaucoup la langue française. J'avais développé une amitié avec la langue française très jeune, alors je voulais continuer à étudier dans cette langue. Mais non, c'était vraiment une belle expérience. Puis j'étais là aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'anglophones au Collège de Montréal en 1979. Puis c'était juste avant le référendum de 1980, je me souviens. Et pendant ce temps-là, on participe beaucoup au débat de société à Collège de Montréal, oui ou non. Et je me souviens, moi, j'avais un sticker sur mon veston qui c'était écrit « Mon nom est québécois ». Okay. Je ne sais pas qui a fait le truc. Et on jouait avec le « Mon nom est québécois ». Alors, je me promenais avec ça, puis d'autres personnes avaient des oui, puis on se regardait, puis on se parlait. Alors, j'ai participé dans les 2 solitudes à Collège de Montréal. C'était fascinant, une belle expérience. Mme Breton, professeur reconnu, qui a publié des articles partout à travers le monde, mais vous avez fait tous vos études quand même au Québec, à Polytechnique notamment, ici. Pouvez-vous me dire, avec le talent que vous aviez, pourquoi vous avez choisi de faire vos études ici? C'est pas très spécial. Moi, je suis née dans une famille où tout le monde est francophone, à Montréal. D'ailleurs, ça surprend toujours mes étudiants qui disent « Vraiment? À Montréal? » Et puis, on ne le sait peut-être pas parce que je suis professeure de mathématiques, mais jusqu'au cégep, je faisais des études classiques. Je gagnais des débats oratoires, j'écrivais, je suis une lectrice vorace et j'ai toujours beaucoup aimé le français, et la langue française et surtout écrire. J'adore écrire en français. C'est une langue qui permet la précision, j'aime bien la précision et la nuance. Et bon, pourquoi j'ai toujours travaillé en français, pour moi c'est très important. Je devais me promener avec un oui, moi, je pense. Et donc pour moi c'est très important et je trouve, ici à HEC, je m'occupe actuellement de la direction des études et c'est une école où, effectivement, on sent que le fait français est important. La mission est de travailler avec des étudiants francophones et on porte beaucoup d'attention à ça. Je travaille étroitement avec le Centre de formation en langue des affaires. C'est excitant.
Donc, pour moi, c'est important et ça l'a toujours été. Bien, écoutez, vous m'amenez sur le deuxième élément. Une école francophone, une grande école de gestion francophone, c'est difficile à mettre en valeur alors que toutes les universités américaines, internationales, tout est publié en anglais. Le désir de concurrencer aussi, c'est d'être en concurrence avec ces grandes universités-là sur des programmes identiques. Vous avez des choix à faire importants en termes d'études, en termes de programmes. Comment on fait pour garder le phare de la langue française pour une grande université comme la nôtre? Bien, le défi pour nous, c'est certain que nos étudiants, une grande partie d'eux, viennent ici, sont des francophones et qui veulent rester dans leur milieu. Le défi pour nous, c'est aussi de les préparer à effectivement fonctionner dans un monde où maintenant la langue qui sert à la communication, c'est plus l'anglais que dans le temps il y a quelques siècles où c'était le français. Maintenant, la langue scientifique, c'est effectivement, c'est plus l'anglais, mais pas exclusivement. Et puis, nous, le pari qu'on fait à HEC, c'est d'enseigner en français, mais aussi de permettre à nos étudiants d'apprendre plusieurs langues. Donc, vous savez sans doute qu'on enseigne aussi, nos étudiants peuvent suivre des cours en français, en anglais et en espagnol. Donc, pour leur permettre effectivement d'avoir la possibilité de communiquer dans plusieurs langues et de pouvoir traverser les frontières. Mais peut-être vous savez aussi que nos étudiants, on s'assure de leur donner un niveau, le goût d'apprendre le français. Un exemple avec cette semaine. Et on les encourage, surtout au premier cycle, on les encourage à améliorer leur capacité de communication en français en particulier. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve important. Des initiatives qui sont aussi souvent prises en organisation. M. Imbeau, votre organisation fait un effort extraordinaire pour faire la promotion d'activités qui favorisent la langue française. Oui. Ben, en fait, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que l'entreprise fait les efforts à l'intérieur du conseil d'administration parce qu'ils autorisent les employés à avoir des initiatives en français. C'est particulier. Bon, le Cirque du Soleil est quand même une entreprise qui a toujours gardé son nom à l'international. Elle ne s'est jamais convertie au niveau de sa marque pour être capable de faire comprendre aux gens ce qu'était le Cirque du Soleil. On a toujours été très, très près du nom. Ça crée une très grande fierté de la part des employés et c'est une identité qui est très, très, très... on dit qu'on est une entreprise québécoise en premier qui veut faire rayonner le secteur des arts à l'international. Donc, au départ, on est au cœur, on est des Québécois. Oui, maintenant, on est 66 nationalités différentes au cirque. On va dans 44 pays différents. Donc, oui, il y a un an, puis les Français sont encore la majorité, mais on a beaucoup d'anglophones, beaucoup de Russes, de Chinois, et j'en passe. Mais à l'intérieur de ça, le cœur du Cirque du Soleil, le siège social, même s'il est acheté par des Américains, est demeuré québécois. Et à travers tout ça, le président du conseil d'administration, c'est Mitch Gerber, lui-même est un francophile. Il est marié à une Québécoise, ses enfants vont à l'école française et il en a parlé beaucoup. C'est lui-même qui a fait la dictée de l'entreprise cette année. C'était très drôle parce que c'est une dictée avec un texte de Robert Charlebois, demandé à Mitch Gerber de dire on a eu beaucoup de plaisir. Mais à l'intérieur de c'est des employés qui font des initiatives. Le comité de francisation qu'on appelle, dont je suis le président, est composé d'un seul représentant de l'employeur. Le reste, les 10 autres, parce qu'on est 10, sont tous des employés. Et j'ai une employée qui est une japonaise qui a appris le français. J'avais une péruvienne. On a plusieurs nationalités. Ils sont fiers de parler français au Québec avec le Cirque du Soleil. Et à partir de ça, ça devient pour moi un élément d'engagement de la part des employés de se réunir autour de cette langue-là. Et la tentation de passer
La langue anglaise doit être forte quand même lorsqu'on a des employés qui viennent de 70 pays. J'irai plus loin. L'obligation de passer à la langue anglaise dans certaines situations d'affaires est là. Ce n'est pas, mais ça n'empêche pas de parler français dans nos rencontres courantes. Je vais vous avouer, il y a comme un réflexe qui se passe dans l'entreprise. Si on va s'adapter, encore là, c'est le même principe, on va s'adapter au récepteur qui est le plus limité. Donc, si une personne vient des États-Unis et qu'on ne lui a pas demandé à elle de parler, de comprendre le français, tout le monde va parler anglais pour que la communication se passe bien. Mais à certains moments, dans des rencontres, parce que moi, je suis directeur de l'immigration, donc je travaille avec des employés un peu partout, on est sur Skype. Donc, à un moment donné, quand un employé veut dire quelque chose vraiment senti, on va dire, bon, bien, je vais passer au français, je vais dire ce que j'avais à dire. Ensuite, le groupe traduit pour la personne qui n'a pas compris. Okay. Donc, on lui permet de s'exprimer, dis ce que tu as à dire, parce qu'il y a peut-être de l'émotion qui passe, puis à la fin, OK, bon, on va récapituler ce qu'elle voulait dire. La première langue, ça... Oui. Puis, et la même chose aussi pour les anglophones, ou dis-les dans ta langue, puis ensuite, si on n'a pas compris, on va s'entendre. Donc, pour moi, ce n'est pas un frein, c'est de la richesse. C'est que ça fonctionne et les employés répondent très bien à cette approche-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des petits réflexes ici et là où des départements vont décider de faire un mémo en anglais, ils vont faire j'appelle ça un « oups », on oublie qui était le récepteur. À ce moment-là, ben, on y va poliment, puis on leur donne des trucs pour s'amender, mais ça ne change pas. C'est pas fait de façon malicieuse ni restrictive, en fait. Donc, on parle de faire la promotion et non de corriger les erreurs. Tout à fait. Tout est basé sur l'amour de la langue et non pas sur le fait qu'on essaie de la défendre. Parce que pour moi, une langue qu'on défend est déjà en train de mourir. Intéressant. C'est intéressant. M. Molson, vous travaillez avec plusieurs organisations. Évidemment, votre poste de dirigeant d'organisation de relations publiques vous amène à travailler avec des clients qui, elles, ont des clientèles souvent francophones. Est-ce que vous avez généralement des conseils ou vous êtes témoin de façons de faire qui présentent là, cette sensibilité aux clientèles francophones? Je donne l'exemple de Molson avec le Canadien de Montréal parce que, évidemment, depuis des générations, on voit les efforts qui sont faits pour la clientèle, pour s'adresser à eux. Est-ce que vous avez comme une ligne de conduite avec vos clients? Moi, ça fait 20 ans que je suis, à peu près 20 ans que je suis en relations publiques avec la firme nationale, mais Avenir Global, c'est le propriétaire de National, si vous voulez. Et ça a été fondé par un entrepreneur en 1976, un entrepreneur francophone, Luc Beauregard. Et ça a toujours été un peu, je dirais, le cabinet de relations publiques du Québec Inc., dans un sens. Alors, moi, j'ai quitté le droit, une firme d'avocats, McCarthy Tétrault, pour aller en relations publiques. Et ça a toujours été vraiment un cabinet francophone à Montréal et notre bureau à Québec. Mais avec le temps, notre firme a commencé à pousser ailleurs aussi. Et on s'est aperçu, alors Toronto, Calgary, Vancouver et d'autres villes, on s'est aperçu la valeur ajoutée qu'on apportait à Montréal, notre bureau de Montréal et notre bureau de Québec et notre bureau d'Ottawa aussi, en partie. Le fait qu'on connaissait la communauté où on opère, on connaît notre communauté. Alors, connaître notre communauté pour bien faire les relations publiques, c'est connaître 85% de la population. Et alors, ça sert nos clients. Alors, le fait français sert nos clients à Montréal, à Québec et à Ottawa. Et on peut avoir des clients à Toronto, à Vancouver, à Calgary qui veulent en savoir plus sur ce qui se passe au Québec. Nous, on peut être les experts. Alors, le français, c'est super important. Et beaucoup d'anglophones qui travaillent chez National ou travaillaient chez National, beaucoup d'anglophones qui viennent se joindre à la firme, ils sont souvent des francophiles. Je me souviens d'un de mes chums qui n'est plus avec nous maintenant, il est allé ailleurs, mais Dan Brennan, du sud de l'Ontario,
Lui, il lisait Le Devoir plus que moi. Il était vraiment un francophile comme il faut, là. Et on en a d'autres comme ça. Alors, on attire ce talent-là en étant un cabinet francophone. Le leadership de notre film est francophone. Mais vous êtes dans une posture évidemment particulière parce que vous êtes l'anglophone à Montréal, mais ce que j'entends, c'est non, nous aussi, on est francophone d'une certaine façon. Nous aussi, on aime la culture. On parlait de Mitch Garber. Est-ce que vous trouvez que... Qu'est-ce que vous pensez qui permet aux anglophones d'aimer cette culture francophone-là, qui désire... Bon, on comprend que M. Garber aussi, son épouse est francophone. C'est un peu... Mais c'est quoi cet amour-là, selon vous? D'où il vient? Bien, avec le temps, on apprend, on rencontre des gens, on échange avec les gens, on a des relations interpersonnelles, on trouve des attachements à la musique, au cinéma, au théâtre, toutes sortes de choses. On écoute la télé, on aime René Le Cavalier et sa voix. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on peut tomber en amour avec une langue. Je pense que c'est tous des facteurs. Et on est vraiment... Souvent, c'est drôle, là, mais c'est pas nécessairement les anglophones de Westmount qui vont apprendre le français. C'est souvent les Américains qui viennent ici en ville, qui sont « Wow, quelle opportunité! On va envoyer nos enfants étudier en français. Quel beau cadeau qu'on peut leur donner. » Ils voient l'opportunité. Souvent, quand on est né ici, puis on grandit ici, on ne voit pas nécessairement toutes les opportunités. Je dirais que c'est peut-être la même chose pour les francophones aussi, qui peut-être ne voient pas nécessairement l'opportunité d'apprendre une autre langue comme l'anglais ou l'espagnol. C'est la même chose. Il y a tellement d'opportunités en ayant plusieurs langues. Alors moi, je trouve que c'est ça. Je n'ai pas répondu à votre question. Non, mais c'était quand même... Vous, quand vous entendez ça, ça vous dit quoi? Parce que... Vous avez posé une question intéressante tout à l'heure, maintenant en disant pourquoi le français? Je crois qu'on se pose trop de questions, mais je vais parler pour moi et ce que je ressens. Je crois que la langue française, M. Molson a dit, j'aime. Alors, elle est poétique, elle est romantique, elle est large, elle est tout, parce qu'on peut décrire une poignée de porte pendant 1 heure avec la langue française. Lorsque vous lisez un livre ou un mémo ou un courriel en anglais, c'est short, c'est dry, c'est get to the point. C'est pas pareil. Alors la même chose quand on s'exprime par l'écriture ou par le langage humain, il y a ce côté excessivement émotionnel qui sort dans la langue française. Et c'est ce qui est magnifique. Je dis souvent que les mots font la guerre et les mots font la paix. Et donc la langue française nous a appris ça. Alors je crois que ce qu'il ne peut pas exprimer, c'est parce qu'il est en amour avec une langue qui probablement, je ne sais pas, triggers, fait quelque chose de très particulier en nous. Tout à l'heure, vous parliez aussi, un peu comme les HEC, sur le plan professionnel, nous avons, nous les entrepreneurs, et c'est bon pour tout le monde, et j'aimerais faire une différenciation qui est importante, et si vous permettez, c'est qu'on parle de, est-ce qu'on parle français dans nos institutions? Alors, je vais parler pour moi. J'ai dit tout à l'heure que ma langue première, c'est français, donc je parle français au travail. Par contre, chez moi, c'est les Nations Unies. Donc, je cherche la compétence. Donc, ça se peut que ce soit quelqu'un qui vient de Sibérie, l'autre arrive du Sénégal, l'autre, elle est de Québec, l'autre, elle est d'Italie, l'autre, elle est arménienne. Très bien, je parle français, mais je requiers le bilinguisme. Parce qu'on a tendance à mélanger culture et commerce. Et ça, c'est important. Donc, encore une fois, c'est toujours à la tête que ça se passe. Comme disait monsieur, qu'est-ce que moi je représente? Je parle français, ils savent à quel point je suis francophone, et donc ma langue première dans l'enceinte du travail, c'est le français. On écrit en français. Mais lorsque je dois m'adresser comment?
pourrais-je faire du commerce? On doit survivre professionnellement parce qu'on doit aller vers la mondialisation. Donc, il faut que je parle espagnol, je parle 5 langues. Enfin, j'en parle 4. Mais je suis heureuse d'en parler 4. Pourquoi? Ben parce que je n'ai pas besoin d'un interprète pour faire des affaires. Ma survie commerciale va passer par ma capacité à apprendre autant de langues que possible. Mais je parle français. Et je le parle très bien. Et j'en suis fière. Voilà. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de chercher des poux dans la tête d'un teigneux. Je dis, soyons fiers de notre essence. Je répète, comme l'HEC, qui est une université absolument extraordinaire, qui a défini sa mission, mais qui reçoit aujourd'hui, comme vous le disiez, des gens de partout. Et on enseigne aussi d'autres langues, parce que c'est la survie demain de notre société commercialement parlant. Donc, protégeons ce que nous avons, qui est la langue française, haut et fort. Parlons-la et écrivons-la correctement, s'il vous plaît. Et surtout, soyons conscients que pour garder cette identité qui, d'ailleurs, on nous jalouse d'avoir été capable de maintenir ça. C'est extraordinaire. Mais pour pouvoir le maintenir encore longtemps, eh bien, nivelons vers le haut. Qu'on parle bien, qu'on écrive bien, qu'on soit fier, qu'on échange entre nous, qu'on accueille les gens dans notre langue, parce que je dis que si moi j'ai choisi de venir au Québec, c'est d'abord parce que justement ça parlait français, mais par respect pour ma terre d'accueil, je sais que si j'avais choisi d'aller aux États-Unis, comme proposé, j'aurais eu à apprendre l'anglais parfaitement parce que c'est la terre d'accueil. Donc ici, la terre d'accueil, c'est le français, c'est une langue officielle. Si je décide de venir vivre ici, le minimum de respect requis, c'est que je parle la langue. Ensuite, j'ai le droit de garder ma langue d'origine à la maison, avec mes amis, avec ma famille. Et la langue française prime. Je vous sens d'un enthousiasme et on l'apprécie, on l'aime beaucoup. Cependant, vous aviez des statistiques un peu plus tôt, on en discutait, qui semblent nous amener à des moments peut-être plus difficiles. Oui, je les ai ici et je trouvais important. Avant de donner ces statistiques, elles sont courtes, ne vous inquiétez pas, mais elles sont importantes à mes yeux, à moi, parce que je suis une citoyenne engagée. Je suis une amoureuse du Québec, comme tout le monde ici. Je veux qu'on garde cette... on a tellement de choses à offrir au niveau des ressources naturelles, humaines, cette pensée. On a un système éducatif qui fait envie partout à travers le monde. Est-ce qu'on peut devenir meilleur? Oui. Qu'est-ce qui nous est arrivé ces dernières années? C'est ce que j'essaye de comprendre. Et voici pourquoi. Il y a une statistique qui m'a... Selon l'édition du 18 septembre 2017, le journal La Presse, à leur premier essai, près de la moitié des futurs enseignants québécois ont échoué à l'examen de français obligatoire pour l'obtention de leur brevet d'enseignement. Je continue. Malgré les nombreuses mesures d'aide mises en place dans les universités québécoises ces dernières années, le test de certification en français écrit pour l'enseignement, il s'est appelé TECFE, T-E-C-F-E-E, continue à causer de sérieuses difficultés aux futurs enseignants. À l'échelle de la province, le taux de réussite au TECFE, je ne sais pas si je le prononce bien, à la première passation est même en légère baisse, oscillant de 58% en 2011 à 53% en 2016. Alors, est-ce que c'est catastrophique? Non. Est-ce que c'est notre réalité aujourd'hui? Oui. Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui veulent mettre la tête dans le sable et ignorer. Je fais partie de ceux qui disent « on a aujourd'hui une réalité, quelles sont les solutions qu'on va mettre en place pour rehausser ?» Alors, donnons les outils donc. L'éducation est
hyper importante. Et reprenons cette fierté. Et j'aime beaucoup une citation qui pour moi veut tout dire. Je ne sais pas si ça va être pareil, mais lorsque tu veux construire un bateau, n'essaye pas d'enseigner à tes hommes et à tes femmes tout. Et n'essaye surtout pas de leur donner des ordres de façon constante. Pas d'ordre. Si tu veux construire un bateau, enseigne à tes hommes et à tes femmes l'amour de la mer. C'est la même chose dans tout. Enseigne-moi la profondeur de la langue française et à quel point c'est important sur le plan culturel, sur le plan identitaire. Et reprenons ensemble. Monsieur, tout à l'heure, a dit, ce n'est pas que votre organisme qui est responsable, mais tous et chacun, d'impliquer et d'implémenter cette responsabilité-là. Mais ne nous empêchons pas non plus de faire du commerce dans d'autres langues. Moi, je voudrais vous entendre sur ces données-là. Moi, ce que j'aime quand on fait des panels comme ça, c'est d'échanger un petit peu, mais vous m'avez fait réagir. Moi, je suis président du conseil d'un musée qui s'appelle Pointe-à-Calière. Oui. Et ils ont une exposition présentement, c'est une très belle exposition qui s'appelle La Petite Vie. Alors, La Petite Vie, c'est une émission. La Petite Vie, moi je suis un anglophone, je parle assez bien le français, mais ça parle tellement vite, je ne comprends rien. C'est incroyable comment je ne comprends pas. C'est une langue en soi. Il faut que j'ai besoin d'un... sur le Python, là, pour bien suivre ça. Est-ce que vous me suivez, là, oui, quand je dis ça? Oui. Ça, je trouve intéressant. C'est parce que c'est comme un monde qui se parle entre eux. Parce que moi, celui je ne comprends pas, puis j'essaie de comprendre, j'ai de la misère. Qu'est-ce qui arrive? Je ne suis pas québécois, right? Ou non? Tu sais, I don't get it. Je trouve ça drôle des fois, là, j'aime bien les costumes, mais je ne suis pas capable de comprendre. Puis je connais beaucoup d'anglophones qui essaient de comprendre, mais c'est difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour reprendre ce que vous venez de dire, il n'y a pas si longtemps, j'étais en France, pas si longtemps. Même problème, en France. Dans ma chambre d'hôtel, pour la première fois que j'étais confrontée à ça, où il y a une émission québécoise et c'est sous-titré en français. Et j'ai fait « What? » C'est la même chose. En Angleterre, c'est la même chose. Il y a le Cockney accent. Le Cockney accent, c'est incroyable. Comment c'est difficile à suivre. Mais moi, je trouve ça fascinant. Oui, et c'est pour ça que disait monsieur tout à l'heure, nous parlons français, mais nous ne le parlons pas avec les mêmes origines. Et c'est correct. Vous allez parler à un Haïtien, il va y avoir des intonations différentes, des mots aussi différents. La même chose avec un Vietnamien ou une Vietnamienne, parler français, mais avec cet apprentissage, probablement parce qu'elle n'est pas originelle. Mais c'est correct en autant qu'on essaie de comprendre l'autre et de l'amener. C'est ça. Oui. C'est la communication. Oui. C'est juste une question de communication et de respect. C'est juste ça. J'aimerais vous entendre relativement aux statistiques et aux informations. HEC Montréal accueille près de 4000 résidents permanents qui arrivent d'un peu partout à travers le monde. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par des professeurs pour former ces étudiants-là. Quelle position HEC doit adopter par rapport à ces clientèles-là? Est-ce qu'elle doit les soutenir aussi dans son apprentissage de gestion, mais aussi dans son apprentissage de langue française, selon vous? Je crois que oui, parce qu'une partie des gens qu'on accueille ici pour la formation vont certainement avoir envie de s'établir et de faire des affaires ici. Alors, on leur offre effectivement la possibilité de se former en français. On leur dit que c'est important, justement, s'ils veulent demeurer ici. Et la plupart sont très intéressés à apprendre non seulement le français, mais la culture québécoise. Et ça leur permet effectivement de participer à la vie de l'école. Et c'est assez facile parce que nos étudiants qui proviennent de toutes sortes d'horizons,
Bon, c'est certain qu'ils ont une langue commune, probablement c'est l'anglais, mais ils ne sont pas tous du même endroit. Donc, pour eux, la langue française ou les Québécois qui sont ici, ça les rassemble et ça les intéresse. Donc, on a pas mal d'étudiants qui sont vraiment intéressés à profiter du fait qu'ils sont ici pour quelque temps, pour apprendre la langue française, qui n'est pas facile à apprendre, je pense, et qui participent à nos activités. Je voudrais juste ajouter une chose importante, encore une fois, parce que nous sommes petits. La province du Québec, c'est 8 millions. Et encore une fois, sur le plan de la mondialisation et de nous, pour exporter, nous avons, depuis moultes années, fait directement affaire avec ce qui est simple, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. C'est simple, c'est à côté, etc., etc. D'accord. Mais aujourd'hui, le français, il faut aussi le vendre autrement. À part le fait que c'est une fierté, mais commercialement, je crois que nous oublions que nous avons aujourd'hui, on vous l'avait mentionné tout à l'heure dans votre introduction, on parle juste l'Afrique. L'Afrique à elle seule, au moment où on se parle, c'est presque 300 millions de francophones. Mais moi, j'ai envie de faire affaire avec eux. C'est un territoire que je ne connais pas et ils ont besoin probablement de nos produits, de nos technologies, de notre intelligence artificielle et autres. Ben, voilà un terrain où le français me permet de faire des affaires en français. Les ponts se font tellement facilement. Alors, demain, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour que la langue française, encore une fois, dans nos organisations, on ait toujours plus d'initiatives, on ait toujours plus de moyens de faire la promotion? C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qui fait que demain, la langue française, non seulement va être parlée, comprise, mais dont la promotion sera facile pour les générations qui viennent, qu'ils soient d'origine anglophone, francophone, asiatique? Transmettre l'amour de la langue, transmettre l'importance de cette langue. Je veux dire, comme disait tout à l'heure un peu tout le monde à leur façon, c'est pas juste la langue, c'est pas juste parce qu'il faut. On a l'impression qu'on nous tape sur les doigts si on n'apprend pas le français. Il faut que ça s'enlève. C'est pas que je te tape sur les doigts, c'est parce que c'est culturellement ma langue. Et si tu viens chez moi, tu rentres chez moi, dans ma maison, ben on va parler une langue qui est la mienne aussi, et j'espère que tu es ouvert à ça. Donc demain, je pense que nous devrions tous et chacun en faire une priorité, mais pas de la façon forte, plutôt de la façon inclusive, intelligente, intéressante, parce que c'est le vivre ensemble, parce que, comme je disais tout à l'heure, on va parler de plusieurs millions de francophones, et nous avons besoin de communiquer avec eux pour grandir, à mon humble avis. J'imagine qu'au cirque, vous vous posez aussi ces questions-là. Oui. En fait, j'observe quelque chose que je trouve qui est super important. La langue française, ce n'est pas une langue statique. Je parlais tout à l'heure du fait que chaque personne a son histoire, chaque communauté, chaque culture a son histoire et vient donner une couleur à cette langue-là. Et je crois que ce qui fait que la langue va pouvoir continuer, c'est de lui permettre d'évoluer justement avec l'influence de ces cultures différentes-là qui décident de parler le français, mais avec leur propre couleur. Et à l'intérieur de ça, pour moi, c'est pour ça que des fois, je réagissais dans les nouvelles dernièrement, on disait qu'on fait de l'appropriation culturelle. Bien, c'est l'évolution, ça. Pour moi, quand on commence à regarder en arrière, le français n'était pas ça. Avant, c'était un mélange de latin et de d'autres sortes de langues qui ont fait le français. Et le français de demain, ça va être autre chose, qui va avoir été influencé par plusieurs des communautés qui sont ici et qui aiment le français aussi, mais qui vont y donner une couleur différente. Moi, c'est ça. C'est là où l'avenir dans la langue, c'est de lui permettre d'évoluer et encore là, je reviens au fait de ne pas défendre de façon orthodoxe l'ensemble des éléments du moment qu'on soit capable de lui permettre de grandir. Mais pensez-vous que la langue peut devenir un levier commercial? On parlait de marché comme... L'Afrique, c'est le prochain continent en grande croissance. On parlait de la Chine, mais l'Afrique, le continent africain, s'en vient. Là. Donc, s'il y a autant de francophones là, c'est notre prochain... c'est là qui grossit, c'est le continent qui grossit le plus rapidement là, en ce moment.
Donc, c'est un joueur important au niveau des affaires à tenir compte. On commence d'ailleurs au cirque à rentrer. On a décidé, nous, d'organiser des spectacles de plus petite envergure pour être capable d'aller dans ces marchés-là de façon plus humble et mais c'est un continent riche et auquel on a beaucoup à apprendre. M. Moulson, dans le monde des affaires, qu'est-ce que vous pensez qui fera la différence? Est-ce que la langue peut faire la différence, la langue francophone? Est-ce que nos organisations d'ici, le fait d'être francophones, peuvent espérer avoir autant de potentiel de développement que leurs voisines ontariennes ou américaines? Je pense que oui. Il faut toujours, dans le monde des affaires, être flexible, être capable de s'adapter à différentes situations. Si on regarde des entreprises québécoises comme Alimentation Couche-Tard ou CGI, WSP, ils ont leur siège social ici à Montréal, mais ils ont je dirais, le siège avec la matière grise et francophone, et s'il y a des anglophones, des francophiles, mais quand ça va à l'extérieur du monde, il faut s'adapter, il faut être capable de parler d'autres langues pour les faire partie de la famille. Mais je suis d'accord dans le sens que je pense que l'important pour le français, c'est le rayonnement du français. C'est d'essayer de trouver les moyens de le faire rayonner à l'intérieur de sa propre entreprise. Alors, chez nous, on adore le fait qu'il y a un aspect, et on veut le faire, on veut le faire valoir, le fait que quand on fait des acquisitions à l'extérieur, le siège social est à Montréal, puis c'est important, ça fait partie de notre fierté, mais il faut toujours s'adapter où on va faire affaire. Il ne faut pas nécessairement penser qu'on va commencer à changer la ville de Minneapolis en français, là. Mais moi, je vois beaucoup d'opportunités de rayonnement dans l'interaction entre les employés, l'interaction sociale. Encore à Montréal, on a encore 2 solitudes à Montréal. On a le théâtre anglais, le théâtre français. C'est rare que je m'en vais à un concert, puis j'ai la chance peut-être de voir Leonard Cohen et Richard Desjardins ensemble, en train de chanter. Mais c'est ça Montréal, et ça serait le fun. Ça ferait rayonner le français, et ça montrerait beaucoup d'anglophones qui ont beaucoup d'appréciation pour le français aussi. Alors, c'est ça pour moi. Je ne réponds pas à ta question. Non, mais ça va très bien quand même, mais c'est surtout, vous amenez des idées de spectacle. Je ne sais pas si le cirque veut reprendre l'idée. Je suis en train de faire un deal ici. Est-ce que je peux me permettre? Hier, on a eu le privilège de passer 1 heure avec Jim Corcoran, qui est venu nous rencontrer au cirque. C'est quand même un complice de longue date parce qu'il a quand même écrit les paroles de nos spectacles. Mais Jim Corcoran, c'est un anglophone de Sherbrooke qui a décidé de faire sa carrière en français. Et il nous expliquait un peu, parce que c'est comme il a dit, c'est arrivé comme ça, mais je n'ai pas la citation complète parce que je voulais la porter avec moi, mais il m'a dit, il a choisi de parler en français parce que c'est une langue qui goûte bon dans la bouche. Et ça m'a marqué et j'ai vraiment apprécié toute sa démarche, et je vous recommande de l'inviter aussi. C'est une personne vraiment fascinante. Mais c'est ça. Le fait français, c'est les plus grands défenseurs au Québec de la langue française sont souvent des anglophones. Ça, c'est vrai. Parce qu'on va à l'extérieur, oui. Puis ouais. Pour moi, c'est une des choses que j'ai remarqué le plus, c'est les plus grands, ils vont se porter en avant, dire « Oh, un peu, là. » Vous en avez beaucoup des défenseurs de la langue française au Cirque du Soleil. En fait, ce que je trouve intéressant, puis c'est une des choses au cirque qui est arrivé, c'est qu'on a notre rencontre annuelle de tous les employés qui se passe dans une grande salle de spectacle, parce qu'on est quand même 2000. Et on a des exécutifs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Bien entendu, comme on disait, on va rechercher la compétence où elle se trouve. Mais ils se forcent tous, quand il est le temps de s'adresser aux employés, de le faire en français, même si c'est très difficile pour tout le monde de comprendre, mais à la toute fin, les employés se lèvent et applaudissent.
Ils sont on a même donné un prix à notre vice-président de développement des tournées qui s'appelle Finn Taylor. Il vient d'Australie et il a dit il a fait toute sa présentation en français. On savait que c'était difficile, mais il a fait l'effort. Une autre... c'est tough sur le cerveau, ça aussi. Ah oui, il ne travaille pas dans son... il n'est pas en mode... il ne pense pas français, mais il l'a fait. Et à la toute fin, regarde, ça a été le plus beau cadeau pour tout le monde. Une de nos grandes directrices de production, productrice exécutive, Gabrielle Pinkstone, ça m'a toujours fasciné. Arrive d'Australie, après 6 mois, elle parlait le français parfaitement. Et donc, ce que ça me démontre, c'est que quand tu es capable, c'est pas une question de te limiter à ta propre langue, c'est quand tu en fais le choix conscient, tu peux y arriver et c'est une inspiration pour tout le monde. Fait que autant qu'elle parle français, bien, toutes les autres qui avaient de la misère à parler anglais, bien, se forcent pour le faire aussi parce que c'est la diversité, là. C'est ça. Donc, mais oui, on a plusieurs belles figures de personnes qui parlent, qui se forcent. Moi, une de mes employées, là, je l'appelle ma japonaise du lac Saint-Jean, là, parce qu'elle est mariée à puis elle a un accent du lac Saint-Jean dans son français. L'accent du lac? Un japonais accent du lac. Elle fait là. Elle parle français avec là à la fin, là, fait que c'est particulier. Non, mais c'est vraiment... Moi, je me suis faite reprendre par une Québécoise pure laine quand je suis arrivée, parce que je voulais dire, comme tout le monde, je disais « au bout ». Tu sais, quand je voulais dire « au bout de la route », et elle me regarde, elle me fait « Madame Henkel, c'est au bout de la route ». Elle était... OK, je pensais que je voulais m'inclure, elle me dit « non ». Puis c'était vraiment me reprendre pour me dire non, ça c'est ce qu'on parle en dialecte quasiment. Puis mais elle me reprenait souvent. C'était la première dame de qui j'ai loué mon premier appartement. Elle a été adorable. On apprend beaucoup le français avec la chanson aussi. Et moi je trouve que c'est très important de sortir, quand je suis avec des anglophones, de sortir des chansons en français parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Alors moi, je me pose la question, il est où le bonheur? Il est où? Mais la culture joue donc un rôle important dans ça. L'éducation, maintenant, est-ce que l'éducation peut en faire plus? Est-ce que le milieu de l'éducation, que ce soit primaire, collégial, universitaire, peut jouer un rôle aussi? Certainement, mais je ne peux pas vous donner la recette pour améliorer le monde. il y a certainement qu'il y a des choses à faire. Est-ce que ce que vous avez dit à propos du TECFE est un peu inquiétant pour l'éducation de nos jeunes? Mais bon, je ne sais pas. Au moins, l'université les teste et les laisse pas sortir tant qu'ils n'ont pas réussi leur TECFE. Et voilà. Et voilà. Mais on a peut-être une solution. M. Molson nous l'a donné au début de la conversation quand il a dit que c'est le Dr Pitfield qui a dit que ça rendait plus intelligent quasiment de parler les 2 langues. Alors voilà la réponse. On va promouvoir. Voilà. On va juste promouvoir que ça rend plus intelligent de parler le français et l'anglais. Peut-être que ça va répondre. Il ne nous reste que quelques minutes. Je ne sais pas si on a reçu quelques questions, mais j'aimerais vous entendre. On parlait d'une situation qui pouvait être inquiétante avec la situation du français. Ah, ben merci beaucoup. J'aimerais savoir, selon vous, là, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que sera la situation du français dans le monde des affaires au Québec? Vous me demandez de faire des prévisions sans données statistiques. Ah oui, non. Mathématicienne? Je ne vais pas me mouiller. Les scientifiques et les politiciens ne se mouillent pas. Voilà. Stratèges financiers et ceux qui font des affaires, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas très bon pour les prédictions. Vraiment pas bon pour prédire des choses. Moi, quand je commence une saison de hockey, je dis « ça sent la coupe, ça sent la coupe ». Puis, tu sais, des fois, vers ce temps-ci, ça sent pas beaucoup la coupe, là. Puis, alors, je suis pas très bon pour les prévisions, mais moi, je pense que le français, parce que c'est tellement une belle langue qu'on aime, puis que beaucoup de personnes
veulent que ça continue à se faire rayonner dans le monde, qu'à Montréal, on va avoir une place forte pour le français. À Montréal, au Québec, mais à Montréal, c'est important dans ça. C'est très important dans tout ça. Une métropole francophone, c'est important. Tout à fait. Je vais partir de ce que je vois en ce moment. J'ai une fille qui est à l'université en ce moment aussi, qui vient de finir son bac en littérature française, théâtre. Je regarde les jeunes écrire sur leur Facebook une autre langue. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas bien ou n'écrivent pas bien le français, ils écrivent une autre langue. La langue Facebook, c'est une autre langue pour moi, parce que je regarde ma fille, elle parle et écrit parfaitement le français, mais elle fait autre chose. Donc, ça me donne confiance. Je regarde ce qui se passe en Ontario, au niveau des communautés francophones. Je pense que le français va être en très bonne position si les jeunes continuent à avoir cet amour-là et qu'on arrive à le communiquer de cette façon-là. Donc, ça appartient à tous les jeunes d'aujourd'hui de prendre cette relève-là, à mon sens. Je la vois, la belle jeune. Puis, les jeunes sont très engagés maintenant. Mm-hmm. Beaucoup plus, me semble, qu'on l'était à notre époque. Ils voient, ils ont une conscience sociale très importante. Donc, pour moi, je suis assez confiant. Oui, mais c'est une langue qui va perdurer certainement, mais vraiment certainement. Je l'ai donné tout à l'heure un chiffre qui va probablement augmenter au cours des années, puisque nous faisons des enfants et que nous nous multiplions. Et si on parle de presque 950 millions d'ici 20 ans, imaginez que la langue française va être très loin de mourir, parce qu'elle va se perpétrer ou se perpétuer à travers notre propre progéniture, tout comme je suis grand-maman de 6 petits-enfants. Eh bien, la langue première chez nous, c'est le français. Voilà, donc oui. Seulement avoir votre enthousiasme. Chose certaine, le français va vivre longtemps et est en sécurité. Moi, je ne suis pas inquiet. Maintenant, j'ai des questions de la foule. Une question. J'en ai une. Oh, mon Dieu, j'en ai une. Pardonnez-moi. Ah, en cours de route. Ben voilà. Alors, la question qui reste, qui traite de la pénurie de main-d'œuvre. Peut-on se permettre d'exiger un bon niveau de français, une bonne qualité de français, alors qu'il est actuellement difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour plusieurs postes? On peut tous se permettre. On peut se permettre, bien sûr qu'on peut se permettre. Encore faut-il y amener les outils. Les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus être des entreprises seulement parce qu'elles vont faire des affaires de façon commerciale. Nous engageons pour des entreprises, vous savez, il y a 99% des entreprises au Canada sont des petites et moyennes entreprises, des fois à propriétaire unique, mais en gardant ça en tête, c'est de dire quand on a des employés et qu'on a besoin de main-d'œuvre et qu'on a besoin de personnel, sinon c'est la survie de l'entreprise elle-même, eh bien c'est d'instaurer aujourd'hui nos propres barèmes, balises, outils à l'interne pour aider ces gens en accéléré à apprendre au moins à communiquer, à lire. Et c'est faisable. C'est faisable en introduisant aussi dans l'entreprise cette collaboration des collègues. Et ils aiment faire ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, quand on est fier, on va le faire définitivement. Donc, moi, j'avais des gens comme mon contrôleur qui vient de Sibérie, il parlait presque pas l'anglais, alors là, tellement baragouiné le français. Il est avec moi depuis 13 ans et aujourd'hui, il parle très, très bien français. Mais c'est vraiment de faire ce qu'il faut. Donc, c'est un travail d'intégration, de collaboration. Oui. J'ai lu quelque part, je pense que c'est cette semaine, bien la fin de semaine, dans la presse plus peut-être, sur un genre de programme de mentorat ou de parrainage. Moi, je trouve ça très intéressant parce que faut être patient pour que cette belle langue fasse partie de la langue de quelqu'un d'autre. Et c'est avec le parrainage, le mentorat que ça peut venir, mais ça ne peut pas venir tout de suite. Il faut laisser ça arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses.
Moi, je trouve, oui, c'est un des bons moyens. Moi, au-delà de... C'est parce que je pense que l'éducation n'est pas une fin en soi. C'est un début. C'est une démarche continuelle. Pour moi, la main-d'œuvre que j'ai besoin d'embaucher, ce n'est pas une main-d'œuvre nécessairement qualifiée, mais une main-d'œuvre qualifiable. Ce que je veux dire par là, je vais aller chercher au-delà. Si je suis à court de qualification de gens qui ont la compétence, je vais la développer. Et on va travailler pour la développer dans l'entreprise. C'est peut-être plus la bonne façon, surtout dans des situations de pénurie. On parle de la responsabilité des entreprises de promouvoir ça. Oui, ça n'appartient pas qu'à l'Office québécois de la langue française de faire. D'ailleurs, on a eu des grandes discussions là-dessus, à créer un réseautage entre entreprises, même des échanges pour être capable de voir comment on développe ça. Tout cet élément-là, c'est nouveau, mais ça ne peut pas partir simplement d'un organisme. Comme dans nos départements respectifs, ça n'appartient pas au département des ressources humaines de faire de la ressource humaine, ça appartient à chacun des gestionnaires. La même chose pour moi, appartient à chacune des entreprises de faire la promotion de la langue, avec les organismes gouvernementaux pour nous supporter à le faire, mais on doit en prendre l'initiative et la responsabilité comme entreprise. Est-ce que travailler avec nos diplômés qui sont dans les organisations aussi, à les sensibiliser à ces éléments-là, c'est quelque chose de pensable qu'on pourrait faire dans les universités, dans les institutions? De sensibiliser les diplômés aux formes de parrainage ou de soutien ou d'accompagnement. C'est des choses qui se font de façon assez courante dans la formation en langue, les systèmes de mentorat. Oui, c'est toujours la question qui est posée, est-ce qu'on peut se permettre d'embaucher des gens, de demander, on n'a pas besoin, ça s'apprend à tout âge. On peut effectivement intégrer des personnes qui vont apprendre à parler le français. Si le français, c'est la langue de travail, les gens vont la parler. Je tiens vraiment à vous remercier. J'ai eu un plaisir fou à vous entendre, à vous écouter. J'espère que les gens dans la salle ont apprécié. Je pense qu'ils méritent tous une bonne main d'applaudissements. Alors, on me demande de remercier évidemment tous et toutes d'avoir assisté à cet événement. La Semaine du français est une célébration de la langue française. C'est une belle langue, une langue riche. Continuons à lui accorder l'importance qu'elle mérite, car c'est un atout pour ceux qui la maîtrisent dans le monde des affaires. Madame Breton, Madame Henkel, Monsieur Imbeau, Monsieur Molson, à l'Office québécois de la langue française pour son appui financier, aux organisateurs de l'événement, Daphné, qui est là. Une bonne main d'applaudissements pour Daphné. Valérie Patnaud. David Prince. Et maintenant, je vais vous inviter pour la photo officielle, si vous le voulez bien. Mais merci beaucoup. Merci à vous, Jean-François. Vous avez mené ça d'une main de maître. Vous faites bien ça. Vraiment, merci. Vraiment. Ça me fait plaisir. Merci à tous et à toutes. Au plaisir de vous voir et célébrons la langue française. Merci.